Alors aujourd'hui je suis avec Jérémy Royaux. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors Jérémy, c'est un de ces sceptiques qui est un peu apparu récemment. Je pense que c'est un peu... je sais pas son âge, mais il va peut-être nous le dire. Mais J'ai 30 ans. Ah voilà, ouais. Donc voilà, il est encore dans la génération des plus jeunes sceptiques que moi. Mais, il est, on l'a découvert un peu, il est fort actif sur le forum de l'OZ, dont il est devenu un des modérateurs, si je ne m'abuse. Et puis sur la page Facebook aussi. Sur la page Facebook aussi, voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait sa connaissance, puisqu'il y est très actif. Et je l'ai invité pour qu'on discute un peu du sujet de l'hypnose. Mais avant qu'on aborde l'hypnose, ce serait sympa que tu te présentes et voilà, comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu as découvert le scepticisme et comment en es-tu arrivé à te dire sceptique ou zététicien? Et donc, je pense que je suis arrivé un peu naturellement. Donc, scepticisme en m'intéressant d'abord à tout ce qui était lié à la science. Bon, ça date un peu depuis l'adolescence. J'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui était plus scientifique ou rationnel. Bon, déjà quand j'étais ado, je faisais parfois des démonstrations à mes parents pour leur démontrer que leurs punitions ou leurs affirmations, ça tenait pas la route. En général, ça fonctionnait pas très bien, mais voilà. Et donc, après ça, je me suis intéressé à la psycho, toujours du côté un peu scientifique. Bon, par contre, j'ai fait mes études à Mariaps. Et pour le côté scientifique, c'était pas toujours idéal parce qu'il y a quand même, je dirais 80% des profs qui sont d'orientation psychanalytique. Donc j'ai étudié beaucoup de psychanalyse, Freud en long et en large. Et ça m'a amené encore plus du côté du scepticisme parce que je me suis mis à étudier un peu plus tout ce qui était connu de scientifique sur le sujet en psychologie. Ce qu'on voyait pas toujours en cours. Bon, il y a une partie de science, parce que c'est quand même des sciences psychologiques, mais il y a en fin de compte beaucoup d'affirmations non scientifiques ou qui reposent sur rien de concret dans la psychologie. Et bon, ça c'est au niveau théorique. Au niveau pratique, là, j'en parle même pas parce que c'est encore un plus gros foutoir de croyances en tout genre. Et il y a peu de lien entre la pratique de terrain et la recherche. Et donc ça m'a poussé encore plus de ce côté-là. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé, je sais plus très bien à quel moment, mais que je suis arrivé progressivement dans des articles sceptiques qui parlaient de thérapie alternative, de psychanalyse notamment. Hein. Une des toutes premières références que j'ai vues de l'EZ, c'était la vieille conférence de Jacques Van Riegaard, qui date de 2007 si je ne me trompe pas, où il avait été invité par le Z, je pense à Grenoble ou à Toulouse, il faisait une conférence sur la psychanalyse. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le Z et que je suis arrivé sur le forum officiel, et puis après voilà, à force de discuter avec les gens, et puis j'ai fini par me retrouver membre de le Z un peu par hasard, parce que en discutant avec Florent Martin notamment du fonctionnement du forum, il m'a proposé de venir donner un coup de main s'il y a des choses que je voulais apporter, et puis voilà, c'est parti un peu comme ça. Et donc, au fil du temps, je suis devenu modérateur sur la page Facebook aussi, et donc je me suis beaucoup plus documenté sur tous les sujets sceptiques que je connaissais pas spécialement avant. Donc voilà, je suis encore dans une phase de découverte par rapport à certains grands thèmes, hein, tout ce qui est lié aux ovnis par exemple. Bon, j'essaie de m'intéresser un petit peu, mais je connais pas encore bien les sujets. Mais voilà, ça c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans le scepticisme. C'est quelque chose qui correspond vraiment bien à mon mode de fonctionnement, parce que j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui était vraiment basé sur des croyances, sur des idées ésotériques et tout ça. Et il y a malheureusement beaucoup de ça dans la psychologie, qui est quand même fort basé sur les croyances, et pas toujours basé sur les preuves ou sur des choses très concrètes, quoi. Oui, peut-être pour donner un peu de contexte aux auditeurs, on est tous les deux belges et d'ailleurs tu disais que tu avais fait tes études à Mariaps, donc c'est un institut supérieur, hein, donc c'est pas une université, enfin, c'est des études plus courtes, plus orientées vers la pratique aussi. C'est ça, tout à fait. Et si j'abordais aussi le truc de la Belgique, c'est parce que je crois qu'avant, à ma connaissance, avant le Z n'acceptait que des gens qui étaient géographiquement très proches de leur base. Et c'est pour ça que récemment, enfin il y a 2-3 ans, je suis aussi devenu membre de l'OZ, puisqu'ils ont décidé d'ouvrir à
à des personnes plus éloignées comme toi ou moi, quoi. Et alors aussi, c'est vrai que pour le forum, ça a quand même bien servi parce que ça fait un moment que le forum posait problème parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y a aucun membre de l'OZ dessus. Ouais. Oui, il y a aucun membre de l'OZ dessus. Et puis la modération, était assez problématique. C'était un forum zététique où il n'y avait pas de zététicien tellement. Ouais. Donc, j'y suis pas allé depuis que tu modères, mais je suis sûr que ça ne peut être que meilleur qu'avant, parce qu'avant c'était vraiment n'importe quoi. Ouais. C'était effectivement, il y avait de tout, quoi. Et encore maintenant, il y a encore des tenants comme des sceptiques, en fait. Ce qui n'est pas vraiment le cas sur la page Facebook, qui est très axée zététique, où on tient une ligne on tient un fil rouge, là, c'est bien, quoi. Bon, de toute façon, c'est pas forcément un problème qui est détenant sur la page, sur le forum, mais c'est vrai que il faut à ce moment-là avoir des règles de modération assez. Ouais. Sinon, les gens qui sont là pour les faire appliquer. Sinon, les gens finissent par se taper dessus virtuellement, et puis ça effectivement. Ouais. Voilà, et donc, oui, c'est vrai que ce que tu mentionnais d'ailleurs, c'est un sujet qu'en psychothérapie, on discute parfois, je l'ai en anglais, mais c'est Psychotherapy Research and Practice Gap, hein, donc le trou entre le fossé entre les psychothérapeutes et la recherche. Hein. C'est vrai que les psychothérapeutes, souvent, il y a la même chose un peu pour les médecins, mais les médecins, ils sont quand même mieux formés à lire la littérature scientifique, etc. Mais les psychothérapeutes, il y a encore du boulot. Il y a trop de psychothérapeutes qui ne connaissent rien. Ils savent pas ce qu'ils se font en termes de recherche. Quoi. Effectivement. C'est un problème assez important. Et je pense qu'il y a, de ce que je vois, pour être aussi sur d'autres pages, comme la page Hypnose, qui est la plus grosse page Facebook francophone, c'est qu'il y a quand même au moins la moitié des gens là-bas, par exemple, qui n'ont pas de diplôme ni de psycho, ni d'assistant social, ni de médecine, rien du tout, quoi. Ils sont plombiers ou ils font du marketing. Après, ils deviennent thérapeutes et bon, on voit bien que la formation de base joue beaucoup sur les croyances du thérapeute après, parce que comme ils n'ont pas de point de comparaison, ils connaissent pas l'histoire, ils n'ont aucun moyen de faire le tri entre des idées qui sont plus ou moins valables ou pas. Et donc, en fin de compte, ça devient une sorte de marché des croyances où chacun prend un peu les croyances qui lui plaît et puis voilà, quoi. Oui, donc c'est vrai que je t'avais invité pour parler de l'hypnose suite un peu à l'expérience à l'épisode, je veux dire, avec Florent Martin, où on avait un peu abordé ça. Parce que c'est vrai que je pense que du côté sceptique, il y a aussi beaucoup d'interrogations. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse à cause du lien avec les débats sur le paranormal. Mais avant vraiment de parler de l'hypnose, raconte-nous un peu comment est-ce que tu t'es formé à l'hypnose, pourquoi tu as choisi de te former à l'hypnose et comment ça s'est fait, quoi. Alors donc, vers la fin de mes études, moi ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de la thérapie. Bon, vu que la psychanalyse, ça me parlait pas beaucoup, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait d'autre et je suis tombé sur la thérapie brève. Hein, donc quand je dis thérapie brève, c'est la sous-branche de la systémique qui est plus stratégique, qui date des années 60, l'école de Palo Alto et tout ça. Et bon, c'était fort lié à l'hypnose puisque ça vient en grande partie de Milton Erickson, qui était un psychiatre, dans les années 50, 60, et qui utilisait l'hypnose et qui a été, en fin de compte, on peut dire un petit peu qu'il a été modélisé par les gens de Palo Alto et qui ont créé la thérapie brève en partie en se basant sur la systémique et en partie en se basant sur les principes de ce que faisait Milton Erickson, qui lui combinait l'hypnose avec des interventions plus classiques, qui étaient assez proches, j'ai envie de dire, de ce qu'on trouve maintenant dans les thérapies cognitives et comportementales, ou plus du côté comportemental, puisque c'est un gars qui observait vraiment la manière de fonctionner des gens dans le présent. Il s'intéressait pas beaucoup aux causes des problèmes ou au passé. Et en fonction de ce qu'il voyait, il essayait de mettre des choses en place, des tâches thérapeutiques, des exercices pour que les gens apprennent à fonctionner d'une autre manière. Voilà. Donc c'était très pragmatique. Et donc les gens de la thérapie brève à Palo Alto sont fortement inspirés de ça. Et comme Milton Erickson faisait aussi beaucoup d'hypnose et que c'est un peu lui qui est, on va dire, le père de l'hypnose moderne, qui a remis ça un peu au goût du jour. Il y a beaucoup de gens qui se sont formés à la thérapie brève et qui ont aussi appris l'hypnose en même temps. Donc moi je suis arrivé un peu comme ça. Donc j'ai d'abord fait une formation en thérapie brève dans une école, un institut qui s'appelle l'Espace du Possible à Tournai.
Et voilà. Et après ça, je me suis formé à l'hypnose à l'Institut Milton Erickson de Belgique, donc qui est un truc de Bruxelles tenu par Thierry Melchior, qui est un des tout premiers hypnothérapeutes en Belgique. C'est lui qui a formé une grande partie des thérapeutes actuels ou des directeurs des autres centres. Et j'ai choisi cette formation-là parce que ce qui m'intéressait dans l'hypnose, en fait, c'était on va dire le côté créatif. C'est-à-dire que c'est un outil, en fin de compte, qui utilise beaucoup l'imagination et qui permet, en fonction de la thérapie dans laquelle on se situe ou du courant de référence, qui permet de faire toute une série de choses en combinant on va dire des méthodes de relaxation avec l'utilisation de l'imagination, des suggestions, des choses comme ça. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que comparé aux autres à des autres méthodes de relaxation classiques ou de méditation, donc je pense au yoga, à la sophrologie, des choses comme ça. Dans toutes ces méthodes, c'est souvent fort axé sur le corps, c'est-à-dire que on apprend à se concentrer sur la respiration, à détendre les muscles du corps. C'est très corporel et souvent on dit aux gens d'essayer de faire le vide ou de ne pas s'accrocher aux idées qui passent, etc. Ce qui est quand même assez difficile pour beaucoup de gens. Et en hypnose, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de dire aux gens d'essayer de ne pas penser ou de ne pas se concentrer sur leurs idées, on va leur proposer d'utiliser activement leur esprit pour se relaxer plus efficacement en fait. Et moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à utiliser. Donc à une époque où je testais un peu plusieurs méthodes de relaxation, de méditation. Et ça m'a paru intéressant parce que comme c'est un outil qui utilise l'imagination, tu peux l'adapter un peu à toute forme de thérapie ou à toute forme de travail que tu veux faire. Et donc, on peut trouver quelqu'un qui fait de la psychanalyse, par exemple, qui utilise l'hypnose, il fera une sorte d'association libre accélérée en hypnose. Ça existe plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Et on peut trouver à l'opposé de ça des gens qui ont une optique plus cognitiviste et qui vont faire un usage de l'hypnose qui sera proche de ce qu'on fait en thérapie cognitive, par exemple, avec un travail sur les croyances, ce genre de choses, quoi. Et donc ça qui est intéressant, c'est que dans la formation également, tu n'apprends pas une thérapie, tu apprends vraiment un outil. Et tu apprends un peu toutes les manières possibles de l'utiliser. Donc ça commence d'abord par comment est-ce qu'on met une personne dans l'état d'hypnose. Bon, le terme état d'hypnose, c'est encore très flou, on ne sait pas très bien ce que c'est, si c'est un état ou si c'est pas un état. Mais on peut remplacer ce terme par état de relaxation de toute façon. Donc tu apprends toute une série de méthodes possibles pour mettre les gens dans un état de relaxation, peu importe la manière dont ils fonctionnent, leurs croyances, etc. Donc ça a vraiment une très grande flexibilité en fait. Et ça c'est un côté intéressant parce que avec ça tu apprends vraiment, même avec des gens qui ont des grandes difficultés à se relaxer, c'est pas difficile de faire de l'hypnose une fois que tu as un peu l'habitude en fait. Et donc ça, c'est cet état de relaxation. Et après ça, en fonction de ce que tu veux travailler, tu peux utiliser l'imagination pour travailler les choses d'une manière qui paraît pertinente, en étant créatif et en utilisant l'imagination d'une manière qui parle à la personne que tu as en face de toi, en fait. Et donc c'est un côté très constructiviste, dans le sens où, comme on est dans l'imaginaire, ce qui est important, c'est pas tellement la valeur de vérité des métaphores ou de ce qu'on fait imaginer, c'est leur efficacité pour le patient en fait. Voilà. Et donc ça permet de faire des choses assez intéressantes, mais ça pose aussi certains problèmes puisque comme on est dans l'imagination et qu'on va utiliser essentiellement des métaphores, des situations imaginaires, des choses comme ça, les limites sont pas très claires et en fin de compte on a un peu des gens qui vont utiliser des métaphores ou des choses imaginaires qui sont potentiellement dangereuses. Donc si tu as un thérapeute qui croit par exemple que les vies antérieures sont la source des problèmes du présent, il va faire imaginer à ses patients une régression dans des vies antérieures avec tous les dangers au niveau des faux souvenirs qu'il y a et qu'on connaît assez bien maintenant, quoi. Et donc ça c'est un peu le paradoxe, je trouve, de l'hypnose, c'est que on apprend en fin de compte à utiliser l'imagination d'une manière qui parle le mieux possible à la personne. Donc ça demande de partir de sa vision du monde,
ce qui est intéressant. Mais le paradoxe, c'est que tu te retrouves aussi à utiliser des choses parfois imaginaires auxquelles les thérapeutes finissent par croire en fait. Donc par exemple la notion d'inconscient, il y a plein de thérapeutes qui utilisent tout le temps cette notion d'inconscient un peu dans tous les sens ou dans tous les contextes et qui finissent par croire que c'est vraiment quelque chose qui existe, alors que à la base c'est plus une métaphore. Enfin en tout cas dans ma vision et dans la vision d'Erikson c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui avait une vision constructiviste. Lui ça l'intéressait pas de savoir si l'inconscient ça existe ou pas, mais il utilisait le mot inconscient quand c'est un mot qui parlait aux gens. Si c'était pas un mot qui parlait aux gens, il allait utiliser un autre terme genre capacité d'adaptation ou guide intérieur ou enfin voilà, il adaptait son discours en fonction de ce qui parlait aux gens pour être efficace. Voilà, donc quelque part pour les encourager à faire quelque chose. Par exemple, tu peux dire aux gens que l'inconscient est un réservoir de ressources dans lequel ils vont pouvoir s'appuyer et qui n'ont pas encore utilisé toutes leurs ressources et qui pourront être étonnés de voir qu'ils sont capables de réaliser telle tâche qu'on leur a prescrite, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est un usage potentiellement intéressant. Maintenant, quand les gens commencent à prendre leurs métaphores pour des réalités, ça peut devenir assez problématique et donc on voit quand même beaucoup de dérives dans ce que racontent les gens sur les forums ou sur les pages d'hypnose, entre ceux qui croient aux vies antérieures, les autres qui croient qu'on peut guérir tout et n'importe quoi avec l'hypnose parce que l'inconscient a une sorte de pouvoir infini, de sagesse infinie comme ça. Puis t'as aussi toute une série de gens qui sont dans une optique plutôt dualiste et donc qui vont qui croient un petit peu que donc il y a une sorte de conscience universelle comme ça qui n'est pas cérébrale à laquelle on peut se connecter pour retirer une sorte de sagesse ou d'énergie et qui vont en général induire ça chez leurs patients sans très bien s'en rendre compte d'ailleurs et ça peut avoir des effets quand même assez négatifs. On reçoit parfois des patients qui sont convaincus que ils ont été, par exemple, abusés par un de leurs parents, ce qui serait un souvenir qu'ils auraient vaguement retrouvé en thérapie, mais en fait ils n'ont aucun souvenir concret ou aucun élément concret qui montre que ce souvenir est vrai. Et donc après on n'a plus aucun moyen de savoir si c'est un vrai souvenir ou si ça a été créé par le thérapeute qui suggérait qu'il y avait peut-être un trauma là-bas derrière, quoi. Donc ça c'est un peu le souci. Moi, juste un peu naïvement, c'est pas naïvement, mais disons que, durant mes études, d'ailleurs moi j'étais formé en thérapie cognitive et comportementale, donc ce qu'on faisait c'était de la relaxation assez classique, hein, et je veux dire, l'hypnose n'était pas, on n'était pas encore vraiment aussi présente qu'elle l'est maintenant, je pense, en tout cas à l'UNIF quoi. Et puis aussi il y avait le mindfulness commençait à peine. Mais tout ça pour dire, je pense que peut-être pour les auditeurs, voir un peu, essayer de démêler au-delà des représentations qu'on a, parce que on a un peu la représentation d'un hypnotiseur qui balance une montre de gousset devant la personne, et puis donc entre cet aspect-là, cette représentation-là, et alors et la pratique que tu désignes par hypnose, essayer d'un peu expliciter la différence. Et aussi, quand je t'entends, et je peux comprendre hein, d'ailleurs, hein, mais voir un peu, voilà finalement quelle serait la différence entre, enfin t'as un peu abordé ça, mais avec la relaxation quoi. Est-ce que finalement l'hypnose dont tu parles, c'est pas simplement une certaine technique de relaxation? Ouais, tout à fait. C'est une très bonne question. Alors on peut peut-être passer par une petite définition de l'hypnose, une définition un peu objective et pas remplie de termes flous et pas définis comme on entend souvent. Donc moi j'aime bien la définition du docteur Fémonville, donc qui est médecin anesthésiologiste, qui a publié la plupart des recherches en Belgique là-dessus et qui est en grande partie à l'origine du développement de l'hypnosédation chez nous. Et donc elle définit l'hypnose comme une interaction sociale dans laquelle une personne répond aux suggestions qui lui sont faites par une autre. Et elle dit la façon dont ces suggestions sont proposées au sujet obéissent à des règles particulières de sémantique et d'intonation de la voix. Donc ça c'est les techniques d'induction. Et que le but c'est de produire chez le sujet, qui est d'accord de collaborer,
un changement dans le mode de fonctionnement avec une altération des perceptions, de la mémoire, ou des processus attentionnels ou de l'action volontaire. Et donc le sujet vit un autre rapport à lui-même, et c'est une capacité qui est tout à fait innée et qui ne dépend pas vraiment d'un pouvoir particulier. Donc ça, c'est un peu la définition de Fémonville. Alors moi, je voudrais rajouter quelques éléments par ça. Pour moi, on peut décrire l'hypnose avec quelques idées très très simples. Donc pour moi, l'hypnose, la première chose, c'est que c'est une méthode de relaxation. Ça, c'est le premier aspect. Une méthode de relaxation, en fait, qui est plutôt des méthodes, puisqu'on apprend toute une série de méthodes différentes et à les utiliser en fonction de la personne. Et une fois que les gens sont dans cet état de relaxation, qu'on peut appeler état d'hypnose, mais pour moi, il n'y a pas de grande différence entre les différents états, hypnose, relaxation, méditation. Pour moi, il n'y a pas une grande différence. Ce qui est différent, c'est ce qu'on va en faire. Donc le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet état de relaxation. Bien, dans l'hypnose, on utilise essentiellement des suggestions et l'imagination pour aider les gens par rapport à leurs problèmes. Voilà, donc une fois qu'ils sont bien relaxés, ben, on va faire toute une série de suggestions qui seront, par exemple, leur suggérer que quand ils vont devoir faire tel exercice qu'on leur a proposé, ils vont arriver à se détendre, à trouver la motivation, des choses comme ça. Et par rapport à l'imagination, ouais, ça pourrait être, par exemple, une sorte de... Par exemple, si on travaille sur les phobies, on pourra faire un peu à la manière des thérapies cognitives et comportementales, on pourra faire de l'exposition in vitro avant de faire de l'exposition in vivo. Donc avant d'envoyer le sujet affronter sa phobie dans la réalité concrète, on pourra lui faire imaginer la situation qui l'angoisse avec les sensations et les sentiments qu'il perçoit d'habitude, et lui demander à ce moment-là d'appliquer ce qu'il a appris au niveau de la relaxation, donc d'arriver à se détendre, à évacuer les émotions de stress qu'il ressent par rapport à ce qu'il imagine, et lui montrer qu'il est capable de se relaxer par rapport à cette angoisse qu'il a quelque part créée lui-même par son imagination, quoi. Voilà, ça c'est un peu un exemple, et je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres concepts pour définir l'hypnose, à part cet état de relaxation, et puis les suggestions et l'utilisation de l'imagination en fonction de ce qu'on veut travailler et en fonction des référents du thérapeute, puisque là encore une fois, si tu as un thérapeute qui est plutôt cognitiviste, bah, il va utiliser l'hypnose en faisant imaginer des choses par rapport à des objectifs cognitivistes, alors qu'un psychanalyste va utiliser ça tout à fait d'une autre manière. Mais donc pour moi, il n'y a pas l'état d'hypnose, pour moi c'est pas quelque chose qui existe et qui est différent de ce qu'on trouve dans la relaxation ou même dans des situations de la vie de tous les jours. Quand on a quelqu'un qui est sur l'autoroute pendant plusieurs heures et que tu vois la route qui défile et ton esprit part un peu ailleurs, pour moi c'est un état aussi qui ressemble très fort à l'état d'hypnose. C'est ce que disait Erickson d'ailleurs aussi à ses clients à l'époque. Il leur disait que l'hypnose c'est un truc qu'on expérimente déjà tous les jours et qu'il n'y a rien de particulier. Voilà, donc pour moi c'est rien de magique, c'est tout à fait explicable d'une manière objective et c'est un état tout à fait naturel qui est proche de celui qu'on trouve dans la relaxation, dans la méditation, dans le yoga ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des études pour, par exemple, il y a quelques dizaines d'années, je me souviens qu'il y avait beaucoup de discussions sur est-ce qu'on peut faire des suggestions pour arrêter les gens de fumer, par exemple, une suggestion hypnotique. Est-ce qu'on sait si ce genre d'approche fonctionne ou Ouais, alors ça c'est intéressant aussi. Alors le problème au niveau des études, c'est que tu as quand même une masse importante d'études. Il y a des méta-analyses il y a quelques années qui reprenaient toutes les études entre, on va dire, le début des années 2000 et maintenant. Ils avaient quand même, genre entre 500, 600 études. Le problème, c'est que, comme ils le disent dans la plupart des méta-analyses, il y a très très peu d'études de qualité. C'est-à-dire que tu as plein d'anecdotes, plein d'études avec des tout petits échantillons, ou des études où on spécifie pas vraiment la procédure précisément, des études où il n'y a pas de groupe témoin. Et donc c'est très difficile de tirer des conclusions sur ce qui est efficace dans l'hypnose. Alors si on va voir du côté des rares études de qualité, qu'on prend des méta-analyses, des choses comme ça, il y en a quand même quelques dizaines, on va dire, il y a quand même pas mal de résultats positifs, essentiellement au niveau de ce qui est troubles anxieux, dépression, les phobies. Ça c'est un peu les trois choses qui ont été pas mal étudiées. Maintenant c'est très difficile de tirer des conclusions précises de ça,
parce que déjà les études ne spécifient pas qu'est-ce qui a été utilisé pendant l'hypnose, puisque l'hypnose, en fin de compte, c'est un mot très creux. Ce qu'il y a de concret, c'est qu'est-ce que l'hypnotiseur va dire à la personne, qu'est-ce qu'il va lui faire imaginer, et c'est ça qui détermine le travail. Donc autant on peut faire des études sur le traitement des phobies en TCC par exemple, et on va avoir quand même l'action des thérapeutes va suivre un fil rouge qui sera relativement le même partout. Autant en hypnose, il y a des tellement grandes différences de contenu entre les thérapeutes que ça c'est quand même un souci, c'est difficile à étudier sans préciser, et les études le font rarement, donc sans préciser vraiment la manière dont ils ont utilisé l'hypnose. Mais donc il y a des résultats positifs, pas mal, mais je dirais que c'est difficile d'en tirer des conclusions vraiment de qualité, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études, elles sont souvent biaisées, il n'y a pas de groupe témoins, des choses comme ça, c'est pas du double aveugle, bon. Donc voilà, donc je pense que c'est fort difficile de tirer des conclusions. Par contre, il y a une exception, c'est l'hypnoanalgésie, donc l'utilisation de l'hypnose dans le contexte hospitalier pour la gestion de la douleur. Ça, c'est un domaine qui s'est un peu décalé du reste de l'hypnothérapie, et d'ailleurs en Belgique, maintenant, les formations en hypnoanalgésie sont séparées du reste et sont faites essentiellement par des médecins. C'est beaucoup plus rationaliste, j'ai envie de dire. Et donc là, il y a pas mal d'études de qualité quand même qui montrent des résultats positifs avec des protocoles avec des échantillons tout à fait valables, avec des groupes témoins, etc. Et là, on a vraiment une bonne efficacité de l'hypnose qui, pour le rappeler, ne remplace pas l'anesthésie, comme on entend malheureusement souvent certains le dire, mais qui vient plutôt en support d'une anesthésie locale, qui peut parfois remplacer une anesthésie générale, mais donc voilà, c'est pas l'hypnose qui remplace l'anesthésie, mais elle permet de diminuer les doses en fait. Voilà, donc ça c'est un résultat qui est relativement prouvé. Pour le reste, j'ai envie de dire qu'il y a une autre chose qui est relativement prouvée, c'est que l'auto-hypnose permet d'enseigner aux gens de faire, l'hypnose permet d'enseigner aux gens comment faire de l'auto-hypnose, parce qu'en fin de compte, ça c'est juste de la relaxation, et donc voilà, que ce soit une méthode ou une autre, on sait que c'est quand même quelque chose qui produit des effets et qui est efficace. Et ça, j'utilise beaucoup en thérapie, donc notamment pour les troubles anxieux. Je montre aux gens des exercices de relaxation qu'ils peuvent faire chez eux, qui utilisent l'auto-hypnose. Ça, c'est en général les gens y arrivent assez bien. Et j'ai pas mal de gens qui avaient du mal avec des méthodes plus classiques, genre le yoga ou la méditation. Parce que justement, quand tu es fort angoissé et que tu es préoccupé par plein de pensées, c'est très difficile de se concentrer uniquement sur le corps ou sur la relaxation. Tandis que quand on propose aux gens, par exemple, d'imaginer un endroit, d'imaginer des détails, des sensations, par exemple la plage, le fait qu'ils sont en train de marcher avec les pieds dans l'eau, de toucher le sable chaud, etc., c'est quelque chose qui mobilise beaucoup plus la concentration, et donc c'est plus facile pour les gens de se concentrer sur la tâche à ce moment-là. Donc ça, je dirais que c'est relativement aussi prouvé, mais pour le reste, pour tout ce qui est dépression, anxiété, phobie, etc., oui, il y a pas mal de résultats positifs, mais c'est quand même très dur d'en tirer des conclusions définitives. Donc je pense que ça reste quand même quelque chose où on voit qu'il y a potentiellement des usages intéressants, mais où on peut pas vraiment, à l'heure actuelle, déterminer ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est un gros problème aussi pour l'enseignement, parce que comme on sait pas très bien ce qui marche et ce qui marche pas, en fin de compte, on apprend un peu de tout et on vous dit, tiens, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, toute une série de choses qui sont supposées être utiles ou efficaces. Et ça devient une sorte de gros patchwork de plein de choses qu'on suppose intéressantes, mais en fin de compte, on ne sait pas très bien ce qui est utile, ce qui marche là-dedans quand on sort de la formation. Et en fait, il n'y a personne qui le sait très bien. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret de ça, pendant les formations, on apprend que pour aider les gens, enfin, pour convaincre la personne que l'hypnose est efficace, et donc quelque part augmenter l'effet placebo, puisqu'on apprend quand même assez bien en hypnose à essayer de potentialiser cet effet de croyance, l'effet placebo. Donc on va utiliser des petits trucs un peu comme ce dont Florent parle dans certaines conférences, donc c'est des lévitations du bras, des catalepsies, des choses comme ça, qui ont juste pour but de montrer à la personne que l'hypnose ça marche et que ça fait quelque chose que le patient n'a pas l'impression d'avoir produit lui-même en fait. Ce qui est quand même un truc très bizarre à expliquer. Et donc ça revient en fait à
à augmenter cette soumission librement consentie dont parlait Florent dans ton dernier podcast. On l'augmente par des suggestions, mais on l'augmente aussi en faisant des démonstrations quelque part de l'hypnose au sujet, en lui présentant ces démonstrations comme si elles venaient de lui. C'est-à-dire qu'on va dire votre bras se lève, enrobé toute une série d'autres affirmations, et certaines personnes vont avoir l'impression que leurs bras se lèvent, mais que c'est pas eux qui lèvent leurs bras. Voilà, cet aspect-là, c'est assez difficile à comprendre et à expliquer. C'est quelque chose que j'ai pas encore très bien compris moi-même d'ailleurs, mais je dirais que ça n'a rien à voir avec l'hypnose selon moi. C'est plus un phénomène social. C'est la capacité des gens à se mettre dans une sorte de jeu de rôle et à s'oublier eux-mêmes dans le fait qu'ils sont en train de jouer, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est plus une sorte de phénomène social, psychosocial que l'hypnose. Et j'ai un exemple de ça qui me paraît assez parlant, c'est que dès le début des formations en hypnose, le prof montre des petites séances d'hypnose toutes simples sur les gens qui sont en formation. Et déjà là, on voit des différences assez importantes, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec exactement la même séance d'hypnose, il y a des gens qui se sont simplement bien relaxés et qui ont fait ce qu'on leur demandait, mais on leur a demandé de lever leurs bras, ils ont levé leurs bras, ils ont pas l'impression que ça se levait tout seul, mais bon voilà. Et à côté de ça, on a d'autres personnes qui disent après j'ai rien compris, mon corps bougeait tout seul, je me rappelle plus de ce que vous m'avez dit, alors que le thérapeute n'avait même pas suggéré une amnésie post-hypnotique. Et voilà, donc en fin de compte, ça me fait penser que ce soit dans les spectacles d'hypnose comme en thérapie, c'est pas tellement le pouvoir de l'hypnose en fait qui agit, c'est plutôt le pouvoir du sujet lui-même qui croit que c'est l'hypnose qui fait quelque chose, mais en fait c'est pas l'hypnose, c'est plus lui-même quoi. Ouais, c'est dans les études sur encore une fois sur le sujet qui m'intéresse, dans la croyance au paranormal, etc. C'est la variable dite de suggestibilité. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a il y a des échelles de mesure, il y a des sujets qui sont plus suggestionnables que d'autres. Hein. Donc, c'est ça. Celui qui a juste été détendu, il avait un faible degré de suggestibilité. Et ceux qui rapportent une amnésie post-hypnotique alors que ça n'a même pas été suggéré, c'est ceux qui ont une forte suggestibilité. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, en fin de compte, on se demande si l'hypnose n'est pas parfois juste quelque chose qui donne une autorisation implicite au sujet de faire quelque chose qui a du sens pour lui en fait. Et donc les suggestions vont dans ce sens-là aussi, puisque quelque part les suggestions essaye un petit peu de convaincre le sujet qu'il va se passer quelque chose que le sujet va faire, mais que c'est pas quelque chose de volontaire, que ça va être spontané. Et donc on peut, quelque part on fait ça souvent en parlant notamment de l'inconscient ou de quelque chose d'intérieur comme ça. Donc on crée, c'est un peu métonymique, donc on crée une sorte de sujet à l'intérieur du sujet, de manière tout à fait imaginaire, hein, c'est vraiment une métaphore. Et on s'adresse à ce sujet en disant que ce sujet va faire quelque chose. Genre votre inconscient va faire que votre bras se lève. Et voilà, parfois sur un certain nombre de sujets, assez importants d'ailleurs, ça fonctionne assez bien si on essaye de le faire. Et à ce moment-là, l'hypnothérapeute utilise ça en général pour convaincre le sujet que il va faire quelque chose qui va être utile pour lui en fait. Donc par exemple, s'il a travaillé sur la gestion du stress et puis qu'il doit aller affronter un contexte qui lui fait peur, ça sera, on va relier ça à la confiance en lui qu'il va trouver dans la prochaine fois qu'il va être confronté à sa situation angoissante, qu'il va être étonné de sentir qu'il a une confiance en lui, qu'il arrive à calmer ses sentiments de stress, que son inconscient va être là pour l'aider, des choses comme ça qui vont en fin de compte rester en mémoire et qui n'ont pas besoin d'être quelque part d'être vrais objectivement, puisque à partir du moment où le sujet y croit, quand il va se retrouver dans la situation, ça va avoir un effet sur lui en fait. Donc c'est une sorte d'amplification de l'effet placebo, j'ai envie de dire quelque part, plus que le pouvoir de l'hypnose ou de quelque chose de magique. Donc c'est un phénomène qui est assez bizarre quand même à comprendre et ce qui a toujours été difficile pour moi, c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête en fait. Tu vois, donc moi j'ai jamais beaucoup aimé suggérer des choses très
très ésotériques, tout ce qui est régression dans les vies antérieures, tout ça, moi je suis vraiment allergique à ça, donc je fais pas ce genre de choses. Des trucs comme la catalepsie, j'utilise très peu ce genre de choses aussi. Mais voilà, il y a des gens qui justifient ce qu'ils vont suggérer à la personne en disant bah ouais, si elle y croit, ça va marcher. Le problème c'est qu'il n'y a pas de limite alors, donc comme il y a des gens qui n'ont pas de limite, bah sous l'excuse que ça peut marcher, ils vont suggérer tout et n'importe quoi pour que ça marche, quoi. Et donc quitte à suggérer aux gens des trucs complètement ésotériques ou charlatanesques ou des choses qui n'ont pas de sens et qui vont mettre après des fausses idées dans l'esprit des gens avec des conséquences qui sont parfois difficiles à prédire, quoi, hein. Et donc on voit ça parfois quand j'ai des gens qui arrivent chez moi et qui ont déjà fait de l'hypnose avant et que moi je leur présente l'hypnose d'une manière relativement comme un peu je l'ai présenté ici, donc d'une manière voilà, utilisation de l'imagination, relaxation, etc. Et parfois il y a des gens qui sont assez étonnés parce on leur avait dit avant que ça pouvait permettre de faire disparaître des mauvaises habitudes, comme le fait d'avoir envie de fumer, ou que ça permettait de créer un dégoût pour la cigarette, comme ça, un peu comme si on avait une baguette magique pour changer les cognitions dans leur esprit, quoi. Et ça, c'est assez embêtant parce qu'après, on est obligé de recadrer d'abord les gens pour arriver à travailler avec eux parce qu'ils ont des attentes qui correspondent pas du tout à la réalité. Et donc, je fais lien avec ta question sur le tabagisme. Je pense qu'il n'y a pas actuellement de preuves que l'hypnose est utile dans le cas des dépendances. Il y a des recherches avec des résultats positifs, mais aussi plein de recherches avec des résultats négatifs ou similaires au placebo. Donc ça, je pense que c'est pas un des domaines où l'hypnose a déjà prouvé un intérêt. D'ailleurs, c'est ce qui est repris sur la plupart des sites qui donnent une information un peu objective sur les méthodes de sevrage. En général, ils disent que l'hypnose, comme l'acupuncture d'ailleurs, n'a pas fait preuve d'une efficacité particulière, quoi. Donc moi, je l'utilise dans le traitement des dépendances, mais à côté de toute une série de choses qui sont liées aux apprentissages, à des choses plus cognitives et comportementales, et qu'on trouve un peu dans tous les programmes de sevrage plus ou moins validés. Et j'utilise uniquement l'hypnose pour augmenter un petit peu la confiance en soi, et pour apprendre aux gens à faire de la relaxation, pour pouvoir se relaxer quand ils seront stressés, une fois qu'ils auront arrêté de fumer, par exemple. Voilà. Et pour moi, le pouvoir de l'hypnose, il s'arrête là, quoi, hein. C'est apprendre à faire de la relaxation et aider au niveau des suggestions positives, donner confiance aux gens, ce qui peut être fait de nouveau avec l'imagination, hein. Tu peux faire imaginer aux gens, par exemple, les situations où ils ont dû traverser des difficultés importantes, où ils ont réussi à trouver des solutions, où ils ont été fiers d'eux, des choses comme ça, et faire revenir des émotions donc positives par rapport à ces souvenirs. Et utiliser ça pour les motiver et leur dire qu'ils sont capables de faire la même chose dans la situation actuelle, en fait. Donc c'est quelque part, c'est une sorte d'encouragement fait avec l'hypnose, mais je suis pas convaincu que c'est plus que ça, quoi, hein. Donc je pense que c'est vraiment pas plus que ça. C'est marrant parce que tu mentionnais tout à l'heure le fait que tu connaissais des psychanalystes qui utilisaient l'hypnose. Et j'ai lu très récemment Jean-Claude Malval, je sais pas si tu connaissais, un lacanien. Ouais. Il a écrit Étonnante mystification de la psychologie autoritaire. Et il y a quelques bons chapitres dans ce bouquin sur les faux souvenirs, mais alors le reste évidemment c'est une critique des thérapies cognitives et comportementales. Ceci étant dit, c'est probablement la meilleure critique des thérapies cognitives et comportementales que j'ai lues. Ça veut pas dire que j'étais convaincu par les arguments, mais il essayait, quoi. Il a vraiment essayé. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors dans ce livre-là, lui, un de ses grands arguments, c'est que justement la psychanalyse refuse mordicus l'utilisation des suggestions et de l'hypnose. C'est ce qui est constitutif quasiment de la psychanalyse que Freud a rejeté l'utilisation de l'hypnose. Ouais. Il doit s'arracher les cheveux quand il entend parler de psychanalyse qui utilise l'hypnose. Ouais, c'est clair, je pense que c'est pour ça que c'est relativement peu courant. Maintenant, bon, évidemment, je veux dire, du côté scientifique, il y a quand même suffisamment d'évidence maintenant pour bien savoir que la psychanalyse aussi fait de la suggestion et induit chez les patients. Et alors bon, on peut se convaincre du contraire si on veut, mais la psychanalyse, comme disait mon prof Thierry Melchior, là, qui est très systémicien, il disait c'est une sorte de co-création de sens et le patient va retrouver dans sa vie ce qui est important pour le thérapeute. S'il cherche des lapsus, il va trouver des lapsus. Si le thérapeute
cherche d'autres choses. S'il est jungien, eh ben, il va retrouver des archétypes dans ses rêves, etc. Donc, on peut pas ne pas suggérer au patient un minimum de choses, ça c'est vraiment un mythe. Et donc l'hypnose, quelque part, accepte le fait que qu'on peut pas ne pas communiquer, qu'on peut pas ne pas suggérer, et essaye de l'utiliser volontairement, et donc d'amplifier quelque part l'effet de la croyance, l'effet placebo de ce qui peut se passer en thérapie, quoi. Ouais, d'ailleurs, son argument, c'était finalement de dire que, oui, enfin, que les dérives comme les régressions dans les vies antérieures, les enlèvements par les extraterrestres, c'était un problème lié aux suggestions hypnotiques. Ouais, bah, ça c'est vrai. Ce qui est vrai. Oui. Ouais, tout à fait. Non, ça c'est clairement fait. Mais alors, en fait, sa solution, c'est de dire, bah oui, il faut une psychothérapie où on ne ferait plus du tout de suggestions. Mais Ouais, d'abord, il y a la question, est-ce que, même si on pose que c'est possible, j'avais envie de lui répondre chaque fois que je lisais son argument, je disais, c'est encore dire, ouais, bon, quand on fait de la chirurgie, parfois, il y a des accidents qui se produisent. Donc, la solution, c'est de ne plus du tout faire de chirurgie. Oui, ouais. mais alors tu n'interviens plus, quoi. Et Ouais, c'est ça. tu ne sais plus rien faire, quoi. Alors, il y a même plus besoin de psychanalyste, en fait. Tu mets un PC et... Ah oui, celui j'ai regardé un PC. et ça suffit, quoi. Bon. Oui, c'est évidemment très, très bizarre comme idée. Et effectivement, bah, je comprends qu'ils aiment pas la psychanalyse, puisque, bah, effectivement, Freud, quand il a commencé à utiliser l'hypnose avant de créer sa méthode des associations libres, s'est rendu assez vite compte que il retrouvait des abus infantiles chez tous ses patients. Et puis à un moment, il s'est dit, bon, c'est quand même un peu bizarre que tous mes patients retrouvent des traumatismes sexuels, et il s'est rendu compte que c'est lui qui les suggérait, ce qui est quand même, ce qui était bien sur le moment. Et après, bon, il aurait pu quelque part trouver un usage à la suggestion, et plutôt il s'est plutôt mis des œillères en disant qu'il fallait bannir toute suggestion et que ça n'avait pas de place en thérapie. Bon, c'est bien qu'il s'est quand même assez fort fourvoyé là-dessus, évidemment. Aussi, tu mentionnais les aspects des expériences qui n'étaient pas très claires. On avait un peu chatté autour d'une expérience réalisée par l'Institut Métapsychique International qui s'appelle Compte rendu d'une expérience de télépathie sous hypnose, pour ceux qui veulent la googliser. Mais alors, donc, dans cette expérience, c'était une expérience de télépathie assez classique sous hypnose. Et la description qu'il faisait, c'était pour le perciption, donc la personne qui est supposée recevoir les communications télépathiques. Ouais. Un protocole d'induction hypnotique entre guillemets standard est utilisé avec des suggestions d'ouverture de champ de conscience. Ouais. Et tu me disais que ça voulait pas dire grand-chose en fait. Enfin, en tout cas, qu'on ne savait pas dire à quoi ça correspondait juste avec ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que une des choses principales qu'on apprend pendant la formation en hypnose, qui en Belgique dure 3 ans. C'est que c'est l'usage du langage en fait. C'est-à-dire que c'est très très basé sur le langage. Donc tu apprends vraiment avec précision comment tourner tes phrases, quels mots utiliser pour créer un effet chez l'autre personne. Et donc en fonction de ta manière d'utiliser le langage, tu peux suggérer des choses tout à fait différentes de manière directe ou indirecte. Et bon voilà, alors des suggestions pour étendre le champ de conscience, c'est tellement vague que et aussi l'induction c'était quoi? C'est-à-dire que on parle d'induction, mais on ne sait pas quelle induction c'était. Alors ça aussi ça peut varier parce que tu as des inductions par exemple qui vont utiliser le corps, la respiration, les muscles, etc. Et puis tu as des inductions qui vont pas du tout utiliser le corps. Et ça peut changer la perception du sujet après. Puisque dans une induction, il va s'être concentré sur ses perceptions corporelles, peut-être leur avoir donné une place importante dans sa conscience, alors que dans une autre induction, il va avoir complètement déconnecté un petit peu sa conscience des perceptions corporelles pour se concentrer sur, je sais pas moi, une image mentale ou des idées. Et donc évidemment, dans l'idée que l'état d'hypnose jouerait un rôle dans l'utilisation du psy, ça dépend quand même aussi des caractéristiques de cet état d'hypnose, quoi, qui vont varier en fonction de l'induction ou en fonction de ce qu'on a proposé à la personne. Donc voilà, une personne qui est dans une conscience axée sur le corps, c'est pas la même chose que si elle est dans une conscience axée sur une idée, une image mentale d'un lieu, d'un paysage ou je ne sais pas quoi d'autre, quoi. Enfin, bon, à leur décharge, c'était un problème que tu avais l'air de dire est assez récurrent. Ah oui, c'est dans la plupart des études, c'est comme ça. Je pense que c'est simplement une question de moyens. C'est assez difficile. Il faudrait beaucoup de moyens et faire des protocoles très très précis pour que les gens utilisent systématiquement dans la même étude le même type d'induction, les mêmes suggestions,
et alors on aurait quelque chose qui est comparable. Maintenant, cette question d'utilisation de l'hypnose dans le cadre du psy, ça pose une autre question qui fait encore un très gros débat actuellement. Bah, c'est la controverse entre les étatistes et les non-étatistes, comme on dit. Donc il y a une partie des gens qui pensent que l'hypnose est donc un état particulier du cerveau, hein, donc. Et puis il y a d'autres personnes qui disent non, il n'y a pas d'état particulier du cerveau de l'hypnose. Et donc quelque part l'idée que l'hypnose permettrait de magnifier ou d'utiliser plus facilement un pouvoir psy, bah c'est en partie lié aussi à la croyance dans un état d'hypnose qui serait différent de l'état de veille, ce qui n'est pas du tout prouvé actuellement, qui ne fait pas du tout consensus, et qui n'est pas du tout évoqué par exemple dans les publications scientifiques sur l'hypnoanalgésie. Il n'y a pas cette idée que l'hypnose est un état différent de l'état de veille. Alors il y a des fonctionnements qui sont différents au niveau du cerveau, mais ça c'est comme dans n'importe quelle activité. Quand tu fais de la musique, bah ton fonctionnement du cerveau il est différent que quand tu es en train de faire un résumé d'un cours, évidemment, quoi. C'est pareil avec l'hypnose, mais c'est pas un état particulier pour autant. Donc il y a beaucoup de choses qui restent assez floues comme ça et qui peuvent potentiellement biaiser les recherches ou empêcher de tirer des conclusions vraiment de qualité, quoi. Ouais, les sceptiques célèbres que je lisais il y a bon, parce qu'ils sont décédés, mais Spanos et Robert A. Baker, qui publiaient beaucoup dans les années 90 dans Skeptical Inquiry, la grosse publication sceptique, ben, c'était tous des gens qui défendaient l'optique non étatiste, quoi. Donc surtout Robert A. Baker, il a un bouquin qui s'appelle They Call It Hypnosis, et il l'appelle l'hypnose. Enfin, pour lui, voilà, l'hypnose c'est vraiment purement un jeu de rôle entre deux personnes finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc c'est vrai que c'est pour moi c'est quand même la position sceptique, je dirais, sur le sujet, quoi. Clairement. Ouais. Mais c'est vrai que je suis toujours étonné à la fac dans les discussions, on entend facilement des gens qui vont dire ah non mais c'est clair que l'hypnose c'est un état modifié de conscience. Alors évidemment ça veut dire quoi ça? Ouais. Bah, c'est souvent des gens qui sont pas bien informés en fin de compte, et c'est un peu une des difficultés de l'hypnose, c'est que de l'extérieur c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Il faut vraiment étudier la pratique en elle-même, pas en tant que praticien, mais au moins étudier, savoir ce qui se passe pour comprendre vraiment ce qui est en train de se jouer. Sinon, de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des trucs qui se passent, mais on ne sait pas trop, et donc ça amène à plein de croyances, ce qui est d'ailleurs utilisé dans les spectacles d'hypnose, puisque fondamentalement, c'est ça qu'on fait dans les spectacles avec l'hypnose, c'est jouer sur le fait que les gens de l'extérieur ont l'impression qu'il y a un truc magique qui se passe, alors qu'en fait, il se passe rien de spécial, quoi. C'est vraiment ça. Alors, on dit aux gens que le sujet il est endormi, en fait, il est pas endormi. Alors, il a l'impression d'être à moitié endormi ou il fait semblant, ça on sait pas trop. Parfois c'est l'un, parfois l'autre. Mais voilà, il se passe rien de magique et c'est pratique pour le spectacle parce qu'on sait pas le voir de l'extérieur, quoi. Donc c'est un outil qui fait assez fort illusion en fin de compte. Et de nouveau, c'est un peu ça le paradoxe, c'est qu'il fait illusion, mais quelque part, on apprend à jouer sur ce fait-là, plutôt que d'éclaircir et d'expliquer vraiment ce qui se passe. Bah, on va jouer un peu sur l'illusion pour amplifier l'effet, mais c'est toujours ça le paradoxe, quoi. C'est jusqu'où est-ce qu'on baratine, pour dire les choses clairement, jusqu'où on baratine pour amplifier l'illusion, et où est-ce que ça devient un manque d'éthique ou un manque de professionnalisme, quoi. Oui, j'ai une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'interview, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, juste avoir ta réaction là-dessus, parce que évidemment, je dois avouer que je vais le dire d'emblée que j'étais extrêmement sceptique de la chose. C'était un ufologue que je ne nommerai pas, mais enfin c'était un cas où il y avait une personne qui sur la route, elle était en train de conduire, elle a vu un ovni de taille relativement imposante devant elle, et alors il y a une voiture qui l'a doublé, et puis la voiture qui a doublé ne semble n'avoir rien remarqué, quoi. Ouais. Évidemment, les ufologues, bon, moi je pense que c'est parce qu'on était devant une méprise complexe, et que l'autre conducteur n'avait rien à remarquer, tu vois. C'était quelque chose qui se passait dans la tête du témoin, quoi. Et alors l'ufologue me disait ouais, mais on a demandé à une hypnotiseuse donc de l'hypnotiser, et alors elle va nous, parce qu'elle se souvenait plus de la plaque d'immatriculation de la voiture qu'il a dépassée, mais sous hypnose elle va.
cette hypnotiseuse prétend qu'elle pourra se souvenir peut-être de la plaque d'immatriculation et ça nous permettrait de retrouver la conductrice de devant qui pourra peut-être confirmer l'observation, quoi. Ouais. Quelle est ta réaction à ce genre d'idée? C'est relativement bien étudié maintenant, donc je pense qu'on peut clairement dire que l'hypnose n'a aucun intérêt pour retrouver des souvenirs enfouis. Et non seulement elle a aucun intérêt pour retrouver des souvenirs enfouis, mais le cerveau, quand on essaye de le forcer à retrouver un détail qui n'est pas là ou qui n'est plus là, va avoir tendance, en fonction de certains paramètres comme la suggestion ou le stress, etc., à inventer des détails qui ne sont pas là. Et donc c'est un peu ça toute la problématique des faux souvenirs. Donc c'est ça que je dis aux gens quand j'ai des demandes par rapport à ça, qu'on me demande pour retrouver des choses du passé, mais dont on n'a aucune preuve qu'elles existent. Je dis toujours aux gens que si on essaye vraiment de retrouver ça et qu'il n'y a rien, ils vont probablement inventer quelque chose et qu'ils vont pas savoir se rendre compte après, et c'est surtout ça le problème, ils vont pas savoir se rendre compte que c'est un souvenir qui a été inventé, puisque la mémoire fonctionne d'une manière très dynamique, et donc à chaque fois qu'on pense à quelque chose ou qu'on accède à un souvenir, ce souvenir est modifié, recréé. Et donc une fois que le faux souvenir il sera là, la personne aura quelque part un vrai souvenir dans l'esprit, mais qui vient de l'hypnose et pas d'un fait, d'un événement de vie. Bon, c'est quand même relativement connu maintenant, puisqu'il y a eu beaucoup d'usages de l'hypnose dans le cas des témoignages. Il y a une grande littérature sur les témoins dans le cas des affaires judiciaires. La police, par exemple, en Amérique, a utilisé pas mal l'hypnose pendant tout un temps, jusqu'à ce qu'on en arrive à savoir clairement que ces témoignages étaient faussés. Et je pense qu'il y a eu des gens condamnés injustement sur ce genre de témoignages. Et depuis, dans quasiment toutes les cours de justice des pays où il y a quand même un peu de recherche scientifique, ont déclaré que les témoignages sous hypnose n'avaient aucune valeur judiciaire, peu importe que ça soit fait par la police, par un thérapeute ou par qui que ce soit, quoi. Voilà, d'ailleurs, moi, je me souviens, j'étais déjà je m'étais déjà documenté sur le sujet, donc je savais bien que ça ne valait rien, mais dans les années 80, donc, où il y avait eu les tueurs du Brabant wallon, je pense que c'est une grande affaire en Belgique avec des gars qui attaquaient les supermarchés avec un coup de fusil d'assaut. Ils n'ont jamais été vraiment capturés et je me souviens que dans les années 90, donc 10 ans plus tard, dans le supermarché près de chez moi, il y avait un grand poster, ils avaient mis des portraits robots des tueurs du Brabant retrouvés sous hypnose. Et là, j'étais relativement atterré de me dire que la police s'imaginait que 10 ans après, sous hypnose, ils allaient avoir un portrait robot plus fiable que celui qu'ils avaient eu juste après, quoi. Enfin, bon. C'est évidemment très farfelu et en plus ça peut être très dommageable parce que bon, si maintenant ils retrouvent un type qui correspond vraiment au portrait de robot, il y a des gens qui ont été emprisonnés pour ça il y a quelques dizaines d'années sur base de témoignages qui étaient des faux souvenirs, quoi. Donc ça peut quand même amener pas mal de dégâts aussi. Et à ce propos-là, on peut vraiment regretter que une grande partie des gens qui pratiquent l'hypnose ne se réfèrent jamais à la science ou aux recherches. C'est-à-dire que c'est des gens qui non seulement n'ont pas de formation de base, mais en plus n'essayent pas de combler ça en allant se renseigner sur ce qui est connu en fait. Et donc souvent ils ont d'autres références, par exemple la PNL. Bon, je pense que à côté de la thérapie brève, la thérapie entre guillemets la plus courante chez les hypnothérapeutes, c'est la PNL. Et bon voilà, la PNL est aussi un truc quand même relativement pseudo-scientifique qui s'occupe pas vraiment de la recherche actuelle et qui véhicule plein de fausses croyances ou plein de fausses idées. Et donc les gens après sont convaincus que ce qu'ils font c'est pertinent ou ça a du sens, alors que parfois ça a été infirmé par la recherche ou que c'est même dangereux et ils se rendent pas compte. Et donc quand tu veux même essayer de leur expliquer ou de faire référence à des recherches par rapport à ça, c'est en général très mal perçu. Voilà, t'es un peu vite vu comme le sceptique ou le scientiste du coin. On te dit que la recherche c'est des fausses croyances limitantes, ce genre de choses. Bon voilà. Après on s'étonne. Après faut pas s'étonner que le secteur de la thérapie c'est encore vraiment un gros bordel et que c'est un peu la loterie si tu prends des thérapeutes que tu connais pas, de savoir si tu vas tomber chez quelqu'un qui a une idée de ce qui est connu ou pas, quoi. Ok, très bien. Mais écoute, je suis arrivé à mon temps limite, mais je pense qu'on aura bien éclairci la question pour les auditeurs. Ouais, tout à fait.
Super. Et on va évidemment rester en contact. Et puis, puisque de toute façon, tu es maintenant très actif du côté de la zététique. Et puis, si jamais, je suis sûr que j'aurai l'occasion de te réinviter sur d'autres sujets. Hein. Oui, je te remercie en tout cas de m'avoir donné l'occasion de donner une vision un peu plus objective et scientifique de l'hypnose, parce que je pense qu'on n'en entend pas souvent et que ça c'est quand même quelque chose d'important. Très bien, ça sera notre mot de la fin. Au revoir. Au revoir, merci.